Hello, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Carnet de course, le format hors-série de l'été de Course Épique, réalisé en collaboration avec Brooks. Avec Carnet de course, je suis parti sur les routes de France à la rencontre des plus belles histoires de course à pied. Carnet de course, c'est 2 épisodes par semaine, chaque lundi et chaque vendredi, jusqu'au 23 août. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Bonne écoute. À l'âge de 25 ans, il y a un médecin qui va avoir des mots que tu seras peut-être à ce moment-là en capacité de recevoir. C'était à Montpellier, là où tu vivais à l'époque. Qu'est-ce qu'il t'a dit et qu'est-ce qui fait que justement tu penses qu'il a semé une graine dans ta tête qui a commencé peut-être à faire avancer les choses pour toi et a commencé à ressembler à un début de diagnostic, peut-être de chemin pour essayer de guérir? Alors effectivement, c'était le 31 janvier 2018. Je me rappelle comme si c'était vraiment hier. J'ai eu une journée de diagnostic, de dépistage au CHU de Montpellier. Tu avais choisi d'y aller? Alors, à la base, j'avais un premier rendez-vous auquel je ne me suis pas présentée parce que je ne voulais pas y aller. Et la deuxième fois, on m'a forcé. C'est-à-dire que mon compagnon de l'époque a posé une journée de congé, m'a mis dans la voiture et resté devant chaque salle de chaque médecin que j'ai vu sur cette journée pour être sûr que j'aille à chacun des rendez-vous. Il y avait environ 6 rendez-vous, si je me rappelle bien, sur la journée. Psychiatre, psychologue, nutritionniste, etc. Et effectivement, je rencontre ce fameux nutritionniste. Je ne sais pas si je peux citer son prénom. Mais en tout cas, ce jour-là, il me sauve la vie, comme il a d'ailleurs sauvé la vie de beaucoup de personnes à Montpellier, je le sais. Et il me tient tête. Et en fait, c'est ça la différence. C'est que je pense que j'étais dans un état tel que lorsque... De déni, c'est ça quand tu dis un état, c'est un état de déni? J'étais dans un état de déni, aussi un état dépressif, un état faible, que finalement, je pense que les gens n'osaient plus me dire « tu as tort, tu te trompes, tu es vraiment malade ». Et cette personne-là, elle est restée face à moi et elle m'a tenu tête d'une force assez violente à l'époque pour moi. Dans un petit bureau, il me disait « mais non Marion, en fait, tu ne manges pas assez, tu as l'impression de connaître finalement comment fonctionne l'alimentation, mais tu as tort ». Et c'est vrai que sur le coup, il me tient tellement tête que je me dis « il a peut-être raison ». En fait, il y croit finalement à ce qu'il raconte. Lui, il a fait des études. Donc, si lui me dit ça, c'est que finalement, il a peut-être raison. Et je repars de cette journée de dépistage avec un dossier papier sur lequel il est écrit noir sur blanc, Marion, vous êtes atteinte de troubles du comportement alimentaire et surtout avec idées morbides. Et sous-entendu, avec idées suicidaires derrière. Et lorsqu'il a écrit ça... Ouais, quand tu découvres ça? Alors, dire que ça me surprend, non. Par contre, le fait que ce soit écrit, que je n'y suis pas allée seule, et le fait que j'y suis pas allée seule, ça m'empêche de tromper les gens. Parce que j'apprenais à mentir finalement avec la maladie. Et là, je pouvais pas mentir parce que je n'étais pas seule ce jour-là, parce que des médecins l'avaient écrit noir sur blanc, que mes parents voulaient voir le dossier après et je pouvais rien faire. Et donc là, il a fallu effectivement assumer. Donc là, ça a pris quelques mois. Et là, il y a une autre soirée qui a changé ta vie, cette fois un peu plus tard. Effectivement, 8 mois plus tard, 7 mois plus tard précisément d'ailleurs. On est en vacances toujours avec mon compagnon de l'époque et j'ai plus de force. Ça se passe très mal à la table. Je pleure en sortant de nos repas de famille et c'est plus possible. Et une après-midi, en fait, il craque et il me dit « Écoute Marion, nous deux, c'est terminé. Mais en plus de ça, j'ai peur de me réveiller et de voir qu'il s'est passé quelque chose dans la nuit. Donc en fait, on va rentrer à Montpellier et je vais te déposer à l'hôpital et tu vas y rester. » Et sur le coup, moi, je suis absolument démunie de la situation. Je pleure, je suis dans tous mes états. Mais sauf que ce soir-là, il va aller au bout. Il va effectivement me porter dans la voiture, malgré mes cris et mes pleurs. Et il va me déposer aux urgences. Donc le temps qu'on fasse la route, on était à Agen, on est arrivé, il était 2h du matin. Et aux urgences, effectivement, le corps médical dit « Non, vous ne repartirez pas, madame, vous restez là ». Il y avait déjà une forme d'acceptation pour toi, le fait d'aller dans la voiture avec lui, c'était déjà le tout début du chemin? Non, absolument pas. À ce moment-là, je monte dans la voiture en me disant j'ai 3 heures de route pour lui faire changer d'avis, pour le récupérer. Et je me dis, il va pas aller au bout, c'est sûr, je vais le faire craquer dans la voiture, on va rentrer à la maison comme tous les soirs et c'est bon, demain, ce sera oublié. Et ce soir-là, non, il est allé au bout et il n'a rien voulu savoir. Comment s'est passée ta prise en charge ensuite? Très difficile et choquante. J'étais à 1 semaine de mes 25 ans. Et je me retrouve donc aux urgences dans une salle noire, toute seule, sur laquelle on m'attache les bras au lit, sur le coup, pour pas que je me débatte, sur lequel on me donne un calmant qui finalement va m'endormir très très rapidement.
Et donc, je vais me réveiller le lendemain dans cette chambre. Et c'est là où je réalise finalement ce qui s'est passé, où je prends conscience de la situation et où là, on va m'expliquer qu'il va être nécessaire finalement de me transférer dans un hôpital psychiatrique. Et là commence une très, très, très longue démarche qui est celle qui va me sauver la vie.